Aujourd'hui, l'industrie des paris sportifs génère des centaines de milliards de dollars chaque année. Chaque jour, des millions de personnes parient sur des événements sportifs, avec l'espoir de décrocher le jackpot. Mais selon une étude, environ 97% des personnes finissent par perdre. Maintenant, imaginez si vous êtes presque sûr de gagner à tous les coups. En 1994, un jeune arbitre de 27 ans rejoint la NBA, Tim Donaghy. À ce moment-là, personne ne se doutait qu'il deviendra l'acteur principal du plus gros scandale de l'histoire de la NBA. And then affected the outcome of those games. The NBA with a credibility problem. Its name is Tim Donaghy. I can tell you that this is the most serious and worst situation that I have ever experienced. La NBA, la ligue de basketball la plus prestigieuse au monde. 450 millions de joueurs de basketball sur la planète et seulement 450 places disponibles chaque année. Depuis sa création en 1949, la NBA a vu passer environ 4000 joueurs. Un chiffre ridicule qui nous montre que seule l'élite du basketball peut y accéder. Mais les places limitées ne concernent pas seulement les joueurs. Il y a environ 74 arbitres dans toute la ligue. Un poste rare, extrêmement compétitif et surtout bien payé. Certains peuvent gagner des centaines de milliers de dollars par an. Mais derrière ce poste prestigieux, il y a aussi une pression constante, un stress énorme et parfois des comportements étranges. Quand les règles sont claires, mais que les décisions ne le sont pas, on peut se demander alors, est-ce vraiment une erreur ? Ou y a-t-il autre chose, quelque chose de plus sombre ? Pour répondre à cette question, il nous faut remonter dans les années 80. Jerry Donaghy, le père de Tim, est un arbitre NBA. C'est tout bonnement que son fils veut suivre ses traces. Tim est un fan de basketball. Il regarde les stars de l'époque comme Moss Malone ou Julius Erving. Il est passionné de basketball et au lycée, c'est un bon joueur. Mais il sait que son avenir n'est pas sur le parquet. Enfin si, mais avec un sifflet à la main. Tim commence à arbitrer des matchs de high school en Pennsylvanie. Pendant 5 ans, il fait ses preuves. C'est un très bon arbitre, ce qui va lui permettre de se faire repérer par la Continental Basketball Association, la CBA, une ligue mineure qui n'existe plus aujourd'hui, mais où les arbitres et les joueurs espèrent se faire remarquer pour atteindre la NBA. Pendant 4 ans, Tim officie en CBA. Puis en 1994, à seulement 27 ans, son rêve devient réalité. Il rejoint la NBA. Pour son premier match, il arbitre Indiana contre Houston. Une rencontre très tendue, où il siffle une faute offensive sur Reggie Miller en fin de match. Les fans sont furieux. Le terrain est immédiatement envahi de projectiles. Le match est interrompu pendant 20 minutes, mais Tim tient bon. Malgré la controverse, ses supérieurs valident sa décision. Ce soir-là, il prouve qu'il a sa place en NBA. Il fera alors une longue carrière qui va durer 13 années, 772 matchs de saison régulière et 20 matchs de play-off. Pendant les premières années de sa carrière, il arbitre avec rigueur. Il se classe même parmi les meilleurs de la ligue. Il se construit une réputation solide. Mais derrière ce succès, un autre Tim commence à émerger. Dans les années 2000, Tim Donaghy développe une nouvelle passion, le jeu. Poker, paris sportifs, tout ce qui lui procure de l'adrénaline et des frissons. Ses soirées de golf entre amis finissent souvent dans des casinos où il se cache sous une casquette pour éviter les regards indiscrets. Car lui, dans le contrat de la NBA, il est écrit noir sur blanc que c'est interdit de jouer au jeu d'argent. Chez lui, dans son sous-sol, il y installe même une grande table de poker. Ses soirées se partagent entre les greens, les tables de cartes et les feuilles de paris. Il parie surtout le football universitaire, le hockey, le baseball. Mais à ce moment-là, jamais sur la NBA. C'est interdit par son contrat et il le sait. Mais en 2003, tout va changer. Jack Concannon, un ami de longue date, demande à Tim des conseils pour parier sur des matchs NBA. Tim hésite. Il sait que c'est risqué, mais il finit par céder. Grâce à ses connaissances des équipes et des arbitres, il lui donne 3 vainqueurs. Et jackpot, 3 sur 3. Jack gagne gros, très gros. Il lui dit alors « Mais c'est si facile que ça ?» Et cette phrase va résonner dans la tête de Tim, et c'est là qu'il va comprendre qu'il tient quelque chose. Nous sommes alors là 3 ans avant que le scandale éclate. Les semaines passent, et les paris continuent. Ce qui n'était qu'une faveur devient une habitude. Tim sait qu'il fait quelque chose de mal, mais poussé par l'appât du gain et l'addiction au jeu qui grandit en lui de jour en jour, il va commencer à parier sur ses propres matchs. Ce qu'il avait pourtant juré de ne jamais faire. De nombreuses fois, il est pris de remords. Tim se dit qu'il doit arrêter, que ce n'est pas bien, mais c'est trop tard. À chaque fois qu'il arrête, son addiction prend le dessus et il recommence.
Pour le moment, les paris de Donaghy et son ami Concannon sont des petites sommes, rien de bien extraordinaire. Mais sans le savoir, Jack donne les tuyaux de Tim à d'autres personnes et des groupes de parieurs. Et bien évidemment, les informations étaient souvent correctes, donc les parieurs vont se passer le mot, et ça finira par tomber dans l'oreille d'un certain James Jimmy Battista. Et là, je ne vous parle pas d'un petit parieur du dimanche. En gros, c'est un parieur professionnel qui agit comme intermédiaire, et il place des paris à grande échelle pour ses clients, un peu comme un courtier. Mais d'un coup, c'est plus 50, 100, 200 $ qui sont pariés chaque jour, mais des milliers, voire centaines de milliers de dollars. Et tout ça grâce aux informations de Tim. Il devient littéralement une machine à cash, sans le savoir. Un jour, Thomas Martino, un ami commun de Battista et de Donaghy, décide de les mettre en relation. Martino connaissait bien les deux hommes. En fait, ils venaient tous du même coin et ils étaient tous les trois dans le même lycée. Et il se dit alors qu'un parieur professionnel, avec un arbitre NBA qui a des informations internes précieuses, pourrait aboutir à une opportunité profitable. Un soir de décembre 2006, Martino invite Donaghy à un hôtel. C'est là qu'il va faire la rencontre de Battista. Les raisons de cette rencontre sont encore aujourd'hui très floues, car chacun a sa version des faits. Selon Donaghy, il aurait été piégé par Martino qui les a invités sous prétexte d'une simple rencontre amicale, et à son arrivée, Battista aurait exercé une pression psychologique et des menaces sur sa famille pour obtenir des informations sur les matchs et conclure un deal. Martino et Battista, eux, affirment que Donaghy était volontaire et enthousiaste à l'idée de collaborer. Enfin bref, quelle que soit la vérité, un deal est conclu ce soir-là. Donaghy accepte de fournir des informations internes sur les matchs NBA. En échange, il reçoit 2000 € par pari gagnant, sans aucune pénalité en cas de perte. Pour transmettre les informations, Martino joue le rôle d'intermédiaire entre Donaghy et Battista. Il met également en place un système de code pour désigner les équipes. Johnny pour les équipes visiteuses et Chuck pour l'équipe à domicile. Sur les 47 matchs qu'ils ont pariés, 37 ont été victorieux, un taux de réussite de 78%. Et ce n'est pas juste de la chance, c'est la précision chirurgicale de Tim Donaghy. Il connaît tout, les blessures, les tensions entre joueurs, les consignes internes données aux arbitres avant les matchs, et surtout, il sait qu'il a le pouvoir d'influencer subtilement le cours d'un match. Grâce à son sifflet, selon une connaissance, il pouvait faire pencher la balance de 4 à 6 points en faveur d'une équipe, sans que cela ne paraisse suspect. Pour vous donner des exemples, prenez le 13 décembre 2006, Celtics contre Sixers. La veille, Donaghy avait arbitré avec son collègue, Derek Stafford. Il lui avait dit qu'il avait l'impression que Mo Cheeks, l'arbitre des Sixers, n'avait aucune idée de ce qu'il faisait et qu'il n'avait pas envie d'entraîner ce soir-là. Et en plus, Philadelphie perdait volontairement des matchs pour obtenir un meilleur choix à la draft. Il donne donc les Celtics gagnants. Et résultat, 101 à 81. Ou encore le 6 janvier 2007, Utah Jazz contre Denver Nuggets. Donaghy donne les Jazz vainqueurs. Ce soir-là, lui et ses collègues vont siffler plus de fautes contre Allen Iverson, qui avait menacé un arbitre à un autre match, et n'avait pas été suspendu par la ligue. Ils ont donc décidé de faire justice eux-mêmes. Résultat, une victoire de 12 points pour le Jazz. Et des cas comme ça, il y en a plein. Pourtant, Donaghy continue d'affirmer aujourd'hui qu'il n'a jamais influencé les résultats. Selon lui, il utilisait simplement les informations internes de la NBA et sifflait ce que la ligue voulait qu'il siffle. Il décrit également les traitements de faveur accordés aux joueurs stars. En 1996, il arbitre un Sixers Bulls. Ce soir-là, les consignes étaient claires. Surveiller les marchés sur les spin moves. Donaghy siffle un marché sur Michael Jordan. Phil Jackson, furieux, lui lance: oui, on veut que ça soit sifflé, mais certainement pas sur lui. Pour Donaghy, ces consignes données par la NBA étaient une manière de manipuler subtilement certains matchs, notamment en play-off. Il cite le fameux Game 6 Lakers-Kings en 2002, qu'il considère comme le match le moins bien arbitré de l'histoire de la NBA. Ce soir-là, 27 lancers francs sont sifflés pour les Lakers dans le dernier quart-temps, leur permettant d'aller au Game 7. Bien qu'il n'ait pas arbitré ce match, Donaghy est convaincu qu'il s'agissait d'une décision financière de la NBA pour garantir un maximum d'audience. Enfin bref, que ce soit Donaghy qui influence les résultats des matchs ou que ce soit la NBA qui les truque, leur système à eux semblait parfaitement rodé. Martino transmet les informations, Battista place les paris, Donaghy utilise son sifflet et ses connaissances pour influencer subtilement le jeu, il gagne encore et encore. Mais bon, un tel système peut-il vraiment durer? Combien de temps avant que le filet ne se referme? Quand viendra le moment où tout s'effondrera? En fait, ce moment est sur le point d'arriver, car ce que Donaghy et ses complices ignorent, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à avoir les yeux rivés sur leur match. Le FBI est déjà sur leurs traces.
En 2007, le monde de Tim Donaghy s'écroule. Cela fait maintenant plusieurs mois que Tim collabore avec James Battista et Thomas Martino. Ce qui avait commencé comme un moyen discret d'assouvir son addiction au jeu est sur le point de devenir l'un des plus gros scandales de l'histoire du sport professionnel. Mais comment le FBI a-t-il découvert ce système? Et qu'est-ce qui a précipité sa chute? John Gotti is the former Gambino family boss. Gotti was found guilty April 2nd of murder, racketeering, tax evasion, and other crimes. Gotti had escaped prosecution 3 times, garnering him the name Teflon Don. L'affaire commence presque par accident. Le FBI mène une enquête de grande ampleur sur la famille Gambino. Meurtre, extorsion, blanchiment d'argent. Un travail de fond qui demande du temps et des heures de surveillance. L'agent Phil Scala, un vétéran du crime organisé, écoute des enregistrements en cherchant des indices sur des opérations illégales. Et soudain, un détail attire son attention. Une discussion parle de paris sportifs. Pas n'importe lesquels. Des mises massives sur des matchs NBA. Des paris gagnants à un taux de réussite quasi parfait. Intrigué, il creuse. Les agents du FBI remontent la piste et identifient celui qui orchestre ces paris, Jimmy Battista. En creusant, 2 autres noms émergent rapidement, Tim Donaghy et Thomas Martino. Un arbitre NBA en activité, un parieur professionnel, un intermédiaire. Les agents comprennent vite qu'il ne s'agit pas d'un simple réseau de paris illégaux. Quelqu'un, à l'intérieur même de la NBA, fournit des informations précieuses aux parieurs. Le FBI ouvre alors une enquête et l'opération porte désormais le nom Opération Flagrant Foul. Le FBI va alors entrer en contact avec nos 3 protagonistes. Thomas Martino profite du soleil sur la plage à Miami, quand soudain son téléphone se met à sonner. Numéro masqué. Il hésite mais il finit par décrocher. Au bout du fil, c'est le FBI. Son cœur s'emballe. Il comprend que c'est fini. À son retour chez lui, une convocation devant le tribunal l'attend. Pendant 1 semaine, il ne mange plus rien. James Battista, en sortant d'un rendez-vous avec les alcooliques anonymes, reçoit un SMS. Jimmy, il y a 2 agents du FBI qui te cherchent. Il leur donne alors rendez-vous dans un restaurant du coin. Il s'installe à une table, les agents arrivent, ils posent une pile de documents devant lui et ne tournent pas autour du pot. Extorsion, blanchiment d'argent, match truqué, 25 ans de prison. Soit tu montes dans le train, soit tu te fais écraser. Tim Donaghy est sur un parcours de golf quand son téléphone commence à sonner. Encore et encore. Il finit par répondre et au bout du fil, c'est Martino qui lui annonce que le FBI l'a vu 2-3 fois. Et à cet instant précis, Donaghy sait. Son corps se fige, son estomac se noue, tout est terminé. Il rentre chez lui et s'effondre en larmes devant sa femme. Il n'a plus d'échappatoire. Avec son avocat, Donaghy se présente au FBI. Les agents ne sont pas là pour discuter et vont alors le cuisiner pendant un bon bout de temps. Donaghy coopère mais insiste sur une chose. Il n'a pas truqué de match. Il était l'un des meilleurs arbitres de la ligue. Il connaissait les tendances, les joueurs et les stratégies. Mais les agents ne sont pas dupes. Ils affirment que Tim se ment à lui-même, que même sans se rendre compte, ses décisions sont biaisées. Mais sous la pression et la fatigue, il finit par signer un papier et avouer qu'il aurait pu, même inconsciemment, truquer des matchs. Il admet avoir parié sur près de 100 matchs entre 2003 et 2007. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il va lâcher une bombe. Tim explique au FBI qu'il y a d'autres arbitres, et pas que, impliqués dans cette affaire. Grâce aux informations de Donaghy, les agents établissent une liste de 10 arbitres suspects. 9 d'entre eux fréquentent régulièrement les casinos. 2 autres placent eux-mêmes des paris sportifs. Le FBI voit plus grand. Ils veulent frapper fort, faire tomber tout le réseau. Un plan est mis en place. Donaghy doit retourner sur le terrain, avec un micro caché. Il doit continuer à arbitrer comme si de rien n'était, tout en récoltant des preuves contre d'autres officiers corrompus. Mais avant d'envoyer Donaghy sur le terrain, le FBI contacte David Stern, l'ex-commissaire de la NBA, en espérant qu'il collabore. Stern accepte. Le FBI accède aux archives de la Ligue. Ils vont alors analyser les matchs, interroger certains officiers, mais un événement étrange va se produire. Quelques jours après la visite du FBI, la NBA renégocie discrètement ses contrats télévisés. Des accords à plusieurs milliers de dollars sont signés, verrouillés pour plusieurs années. Mais pourquoi un tel empressement? Que craignait la NBA? Est-ce une tentative de sécuriser ses revenus avant que l'affaire Donaghy ne devienne publique ou une simple coïncidence? Officiellement, la Ligue assure que ses partenaires télévisés n'ont jamais rien dit à cause du scandale. Mais officieusement, le mystère reste entier. Alors que
que Donaghy s'apprête à retourner sur le terrain, une fuite dans la presse fait exploser l'affaire et met immédiatement fin au plan d'infiltration. By nature, the relationship between NBA referee and NBA player is contentious. That was before Tim Donaghy pled guilty to betting on games that he officiated. Investigation of an NBA official gambling on games and possibly fixing Very serious games issue, as part and of I'm sure they'll organized crime handle it accordingly. This is one bad guy who made a big mistake. He's going to pay for it. The NBA is going to pay for it for a very long time. Mike, a veteran NBA referee, is under investigation for allegedly betting on his own games. How can one referee determine the outcome of a game? Les visages des trois hommes sont partout. Télévision, journaux, les caméras assiègent leur maison. Des joueurs prennent la parole, certains entraîneurs confient qu'ils savaient que les matchs étaient truqués, mais aucun n'a de preuves concrètes. Et une question plane. Est-ce que David Stern a volontairement laissé fuiter l'affaire pour éviter une enquête plus profonde ? Impossible de le prouver. Mais ce qui est sûr, c'est que le plan du FBI tombe à l'eau. Plus personne n'osera parler, maintenant que l'affaire est connue du grand public, et on ne saura jamais si l'autre arbitre était impliqué dans ce scandale. Le 15 août 2007, Tim Donaghy plaide coupable pour fraude et paris illégaux. Il prendra 15 mois de prison. Thomas Martineau, simple intermédiaire, écope de 366 jours de prison. James Batista, lui, voulait aller au procès contre la NBA. Il pensait avoir assez d'informations pour faire tomber la ligue. Mais à la dernière minute, son avocat reçoit un appel. On te propose un deal. Plaide coupable, ne va pas jusqu'au procès et ta peine sera réduite. Il accepte et prendra seulement 15 mois de prison. Mais qui a proposé ce marché ? La NBA, le FBI, David Stern en personne ? Personne ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ce procès aurait été un bain de sang pour la NBA et leur image aurait été ternie à tout jamais. Après 15 mois en prison, Tim Donaghy est libéré en novembre 2009. Il tentera de reconstruire sa vie. Un mois plus tard, en décembre, il sortira le livre Personal Fool où il accuse la NBA d'avoir manipulé des matchs pour des raisons financières. Mais il n'avouera jamais avoir truqué un match, même sur son lit de mort. Dans les archives du procès, il est écrit qu'il n'aurait gagné que $30,000, un montant insignifiant comparé aux fortunes amassées par Batista. A-t-il caché bien plus d'argent qu'il ne l'a prétendu ? Était-il réellement le maître du jeu ou simplement un pion manipulé par un système encore plus grand ? Tim Donaghy est tombé, Batista et Martineau aussi. Mais la NBA, elle, est toujours là, plus puissante que jamais. Un scandale qui, des années plus tard, continue de hanter la ligue. Une affaire qui soulève encore une question dérangeante. Et si Tim Donaghy n'avait été que la partie émergée d'un iceberg bien plus grand ?